Alors, bonjour et merci de votre présence. De manière à faciliter la traduction, je vais lire mon texte et essayer de parler lentement. Alors, comme l'indique le titre de mon exposé, je vais d'abord essayer de montrer en quoi le plurilinguisme tel qu'il est promu dans les travaux du Conseil de l'Europe relève davantage d'une utopie politique que d'une analyse rigoureuse de la réalité plurilingue, et aussi de montrer en quoi il est important que la communauté didactique, en particulier au Japon, je crois, prenne une distance critique vis-à-vis des productions du Conseil de l'Europe, auxquelles on a trop souvent tendance à prêter allégeance. Alors pour effectuer cette petite démonstration, je vais mettre directement mes pas dans ceux d'auteurs comme Bruno Maurer, Christian Puren, Hervé Adamy et beaucoup d'autres encore qui, chacun à leur manière et depuis quelques années déjà, ont contribué à la critique des travaux du Conseil de l'Europe et à la critique de l'idéologie plurilingue. Alors, sans souci d'exhaustivité, j'ai retenu 3 points que je vais évoquer successivement. Le premier s'intitule « Primat du consensus et négation du réel ». Le deuxième, « Prétention universaliste et dérive européocentriste ». Et le troisième, « Logique de l'expertise et morale maximaliste ». Alors, je vais commencer par un premier ensemble de critiques qui portent sur la transformation du réel opérée par l'éducation plurilingue et interculturelle, et plus précisément sur la négation du conflit inhérent à la pratique plurilingue et à l'agir en contexte interculturel. Pour montrer en quoi consiste cette critique, il n'est peut-être pas inutile, au préalable, de rappeler que l'éducation plurilingue et interculturelle s'inscrit dans la philosophie pacifiste du Conseil de l'Europe qui, je le rappelle aussi, est une organisation politique dont la principale vocation est de renforcer l'unité de l'Europe en y garantissant la paix et le respect des droits de l'homme. Dans cette perspective, l'éducation plurilingue et interculturelle vise principalement l'évitement du conflit entre les cultures. C'est à cette fin aussi que les valeurs d'ouverture à l'altérité, d'empathie culturelle, de respect de la diversité sont promues. La question se pose toutefois de savoir si ces aptitudes d'ouverture à l'altérité sont suffisantes pour l'agir en contexte interculturel et surtout si elles sont bien en phase avec les mécanismes identitaires dans la pratique plurilingue et interculturelle. Il y a des raisons d'en douter, je pense. Plusieurs travaux menés sur la psychologie de l'identité, notamment, ont montré que la construction identitaire implique aussi une séparation, implique aussi une distanciation vis-à-vis d'autrui. En d'autres termes, on ne peut s'ouvrir à l'altérité sans être aussi capable de s'y fermer. Et c'est là, à mon avis, mais je ne suis pas le seul à faire ce constat, une limite manifeste des travaux du Conseil de l'Europe que de faire porter un accent quasi exclusif sur le pôle du partage, du consensus, de l'assimilation, délaissant de fait, en partie au moins, le pôle tout aussi fondamental de la singularisation, de la différenciation et du dissensus. La dimension conflictuelle du plurilinguisme n'apparaît ainsi jamais ou très peu mentionnée dans les textes du Conseil de l'Europe, alors qu'elle est le plus souvent attestée par les locuteurs plurilingues eux-mêmes. Je peux ici, s'il le faut, en témoigner personnellement. En tant qu'enseignant de français au Japon depuis 15 ans, je suis toujours dans un entre-deux, toujours en quête de mots pour dire ce que je veux, toujours en quête de normes pour agir convenablement, toujours dans une situation d'insécurité linguistique et culturelle. Et encore, je témoigne en tant que privilégié, en tant qu'universitaire qui a choisi cette situation de plurilinguisme. Mais qu'en est-il de la plupart des plurilingues? Qu'en est-il des travailleurs immigrés, par exemple,
de ceux qui n'ont pas choisi de devenir plurilingues. Voilà une question importante, je pense, quand on s'intéresse au plurilinguisme, mais qui n'est pas ou peu traitée dans les textes du Conseil de l'Europe, qui n'ont de cesse, à l'inverse, de vanter, de mettre en avant les bénéfices et les mérites supposés du plurilinguisme. Alors, je vais illustrer mon propos avec deux citations. Tout d'abord avec ces lignes extraites d'une étude menée par Beaco pour le Conseil de l'Europe, qui écrit, je cite, « Le passage d'une identité fermée à un mode d'être linguistique serein et accueillant, tirant profit des plaisirs innombrables du plurilinguisme, relève au sens strict d'une éducation visant des compétences pluriculturelles et plurilingues. » C'est moi qui souligne tirant profit des plaisirs innombrables du plurilinguisme, comme si le plurilinguisme était toujours une source de plaisir, comme si il était par nature positif pour le développement des individus. Je vous cite un autre exemple du même Akabi, extrait d'une étude menée par Biram pour le Conseil de l'Europe. Les individus pluriculturels ont en général une meilleure estime de soi, des degrés de satisfaction de la vie supérieurs, moins de problèmes psychologiques et comportementaux et, à l'adolescence, de meilleurs taux d'adaptation à l'enseignement que les membres de minorités qui adoptent une orientation monoculturelle. Tout se passe ici comme si la pluralité était majoritairement vécue de manière consensuelle, comme si elle était nécessairement une source de bonheur, de réussite et d'épanouissement personnel. L'individu plurilingue nous est présenté comme supérieur, en quelque sorte, à l'individu monolingue, tant sur un plan cognitif que sur un plan moral, ce qui ne va pas sans poser quelques questions sur lesquelles je reviendrai plus tard. Nous sommes là, à mon avis, en présence d'un discours qui relève plus de l'utopie que de la réalité, plus du politique que de la science. L'objectif n'est pas d'analyser les multiples réalités du plurilinguisme, dont la réalité conflictuelle, mais de militer pour le plurilinguisme. En transformant le réel, il devient possible aussi de présenter l'apprentissage de plusieurs langues comme un phénomène finalement simple, naturel, qui pourrait s'opérer sans effort ni violence. Il semble pourtant assez évident, et chaque enseignant de langue peut en faire l'expérience dans ses propres classes, que les processus d'apprentissage des langues et d'ouverture à l'altérité sont plus complexes que ne le laissent penser de manière générale les travaux du Conseil de l'Europe. Plus globalement, le postulat selon lequel l'apprentissage de plusieurs langues conditionnerait l'ouverture à l'altérité n'a rien d'évident. Le plurilinguisme n'est pas le garant suffisant, ni même nécessaire d'une ouverture à l'altérité. On peut être plurilingue et xénophobe, et réciproquement ou inversement, le monolinguisme n'est pas nécessairement la marque d'un refus de l'altérité. On peut être monolingue et humaniste. Alors c'est peut-être une évidence, mais contre l'idéologie plurilingue, il n'est peut-être pas inutile de faire ce genre de rappel. Alors je passe au deuxième point de mon exposé qui porte sur la prétention universaliste des travaux du Conseil de l'Europe et sur une possible dérive européocentriste. Je l'ai souligné, l'un des objectifs du Conseil de l'Europe consiste à promouvoir les droits de l'homme. À travers la promotion du plurilinguisme, il s'agit de mettre l'enseignement des langues au service d'une éducation à la citoyenneté. La question se pose toutefois de savoir si l'objectif de l'enseignement des langues est d'éduquer à la citoyenneté démocratique. Il est permis d'en douter, je crois, d'autant plus que cet objectif revêt dans les textes du Conseil de l'Europe une prétention assez clairement universaliste. Parce que si le projet de l'éducation plurilingue et interculturelle trouve sa source dans l'idéal politique européen,
force est de constater qu'introduit en didactique des langues, il dépasse largement le cadre institutionnel et politique de l'Europe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui. Il y a, à mon avis, 3 facteurs qui contribuent à entériner la portée universaliste des travaux du Conseil de l'Europe. Le premier, assez évident, a trait à la diffusion des outils du Conseil de l'Europe. Le cadre constitue un bon exemple puisqu'on le trouve traduit en 40 langues et diffusé sur l'ensemble des continents. Le second facteur, qui est lié au premier, a trait, concerne en fait la promotion des travaux du Conseil de l'Europe. Les experts du Conseil de l'Europe sont aussi, pour la plupart, des universitaires qui, à ce titre, diffusent mondialement leurs travaux. Au Japon, par exemple, de nombreux experts sont venus promouvoir l'éducation plurilingue et interculturelle, le CARAP, etc. Et le troisième facteur, peut-être le plus embêtant, a trait à la présence même, dans les textes du Conseil de l'Europe, d'une prétention universaliste. Je vais illustrer mon propos en recourant à cette citation de Béaco, qui écrit à propos de l'éducation plurilingue et interculturelle, je cite, « Cette forme d'appartenance linguistique est loin d'être pertinente uniquement pour l'espace européen. Elle semble constituer la seule issue pour maintenir, créer ou recréer la cohésion de bien des entités politiques culturellement complexes. Cette exigence présente, on l'aura compris, une portée universelle. » Donc, on aboutit à 2 constats. Premièrement, l'objectif principal de l'éducation plurilingue et interculturelle est de former à la citoyenneté démocratique, laquelle passe par une éducation aux droits de l'homme. Et deuxièmement, cette éducation tend à dépasser les frontières de l'Europe et à s'inscrire dans un projet universaliste. On peut toutefois se demander si les droits de l'homme ont vocation à fonder un objectif éducatif en didactique des langues. Alors, je ne vais pas m'engager dans ce débat compliqué, mais je rappellerai simplement que beaucoup d'auteurs ont mis en évidence le fonctionnement idéologique des droits de l'homme. Je pense surtout à François Julien et à Marcel Gauchet, qui ont critiqué tous deux la prétention à l'universalité des droits de l'homme en rappelant leur genèse chaotique et leur fondement composite. Or, dans la perspective du Conseil de l'Europe, le caractère idéologique, historiquement et philosophiquement situé des droits de l'homme n'apparaît jamais pris en compte. Par ailleurs, les droits de l'homme sont évoqués non pas dans la perspective d'un processus universalisant, mais dans celle d'une norme posée d'emblée comme universelle, d'une norme qui préexiste au débat, d'une norme qui est censée définir en amont le jugement des enseignants et des apprenants. Il me semble, mais je ne suis pas le seul à faire ce constat, qu'il y a ici un risque de dérive ethnocentriste, un risque qui relève d'ailleurs du paradoxe, puisque l'éducation plurilingue et interculturelle vise précisément à lutter contre l'ethnocentrisme et à promouvoir le respect de la diversité. Or, en principe, une telle visée n'est pas compatible avec la prétention d'exporter des modèles, d'exporter des valeurs vers d'autres cultures qui seraient dès lors considérées comme inférieures, puisque susceptibles d'évoluer dans une direction positive en adoptant les valeurs européennes. Alors, je n'approfondis pas davantage cette idée, mais il me semble important de bien noter, d'une part, que le plurilinguisme promu par le Conseil de l'Europe repose avant tout sur des croyances politiques, et d'autre part, que ces croyances reposent sur des valeurs particulières qui, en tant que telles, doivent être discutées. Or, on a eu trop souvent tendance, je crois, au Japon, à adopter les outils et la pensée du Conseil de l'Europe sans questionner le substrat idéologique sur lequel repose cette pensée. Alors, pourquoi est-il nécessaire de discuter des valeurs promues par le Conseil de l'Europe ? Après tout, ces valeurs ne sont-elles pas des valeurs humanistes ?
les experts du Conseil de l'Europe ne visent-ils pas notre bien et celui de l'humanité tout entière, hein? En fait, il me semble que c'est ça, justement, qui pose problème. Les discours du Conseil de l'Europe sont empreints d'une morale paternaliste, d'une vision moralisatrice. C'est en tout cas ce que je vais essayer de montrer dans ce troisième et dernier point de mon exposé. Je l'ai dit, la question de la morale, ou tout au moins celle des valeurs, apparaît comme centrale dans les discours du Conseil de l'Europe. L'éducation plurilingue et interculturelle est avant tout une éducation morale. Or, en première analyse, on constate qu'aucune étude, aucun outil, qu'il s'agisse du cadre, du CARAP ou des divers guides, aucun outil ne s'appuie sur les apports conceptuels de la philosophie morale. Tout se passe en fait comme si le sens des concepts liés à l'éthique n'avait pas besoin d'être précisé, comme si les théories morales, pourtant disponibles, n'avaient pas besoin d'être convoquées. Dans ces conditions, on peut craindre que les discours du Conseil de l'Europe sombrent dans une forme de verbiage moralisateur. Et cette crainte m'apparaît comme d'autant plus fondée que les outils du Conseil de l'Europe reposent sur une conception maximaliste de la morale. Alors il n'est peut-être pas inutile de préciser ce qu'on entend généralement en philosophie par maximalisme et minimalisme. En fait, schématiquement et très simplement, on peut situer au pôle maximaliste l'ensemble des théories morales qui cherchent à définir des devoirs moraux envers soi-même ou qui cherchent à promouvoir une conception particulière du bien, une conception particulière de la vie bonne, de la vie réussie. Et à l'opposé, le pôle minimaliste correspond à une conception que l'on pourrait qualifier de moins envahissante de la morale, une conception que l'on peut résumer au seul principe de non-nuisance à autrui, ne pas nuire délibérément aux autres, et c'est tout. C'est déjà beaucoup, hein, le fondement même de la morale. Alors, appliquée aux travaux du Conseil de l'Europe, cette distinction entre le maximalisme et le minimalisme permet d'identifier le caractère maximaliste d'un certain nombre de concepts et de discours. La notion de savoir-être, par exemple, qui tend à promouvoir un modèle de personnalité, renvoie à une conception maximaliste de la morale. De manière plus générale, l'éducation plurilingue et interculturelle qui tend à proposer une conception particulière de la vie bonne, de la vie réussie, relève aussi d'une morale maximaliste. Alors, pour illustrer cette idée, je vous cite ce passage du CECR que l'on trouve en introduction, en page 9. Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel de l'enseignement des langues est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l'apprenant et de son identité. Il revient aux enseignants et aux apprenants eux-mêmes de construire une personnalité saine et équilibrée. On voit bien ici, il me semble, que l'éducation plurilingue et interculturelle ne se limite pas au principe de non-nuisance à autrui, mais qu'elle cherche aussi à définir des devoirs moraux envers soi-même et à promouvoir un modèle de personnalité, en l'occurrence une personnalité saine et équilibrée, ce qui, soit dit en passant, me laisse un peu dubitatif. Je crois qu'il y a des raisons de s'opposer à cette conception de la morale en général et en didactique des langues en particulier. Il y a des raisons notamment de s'opposer à un projet éducatif basé sur l'enseignement de savoir-être, c'est-à-dire sur la modification du rapport des élèves avec eux-mêmes. Parce que enseigner des savoir-être, c'est nécessairement dire aux apprenants qu'ils doivent être différents de ce qu'ils sont. C'est aussi nécessairement porter un jugement moral sur le caractère et la personnalité de ces apprenants. Je n'approfondis pas ici ces remarques que j'ai déjà eu l'occasion de développer ailleurs,
mais il me semble qu'elle devrait interpeller les promoteurs d'une éducation basée sur l'enseignement de savoir-être, notamment à travers les 3 questions suivantes. Tout d'abord, comment justifier d'un point de vue normatif un positionnement maximaliste des enseignants de langue ? Car après tout, les experts du Conseil de l'Europe peuvent être maximalistes dans leur discours, mais il n'est pas dit pour autant que cela corresponde au positionnement des enseignants, ni à la volonté des apprenants. Deuxième question, comment défendre, dans un monde marqué par le pluralisme, l'idée d'un perfectionnisme moral ? Parce que si l'on admet que les sociétés modernes sont marquées par la pluralité des conceptions du bien et de la vie réussie, alors on renonce, il me semble, à essayer de définir les critères de l'excellence humaine. On renonce à proposer comme modèle la figure d'un apprenant idéal ou d'un enseignant idéal. Et troisième question, comment promouvoir, sans prendre le risque de nuire à autrui, une éducation basée sur la transformation des personnalités et des caractères ? Voilà, entre autres, quelques questions que soulève à mes yeux le projet d'appliquer cette éducation à la formation des enseignants et des apprenants. Alors, j'arrive à ma conclusion qui prendra la forme de 3 propositions de rupture avec les travaux du Conseil de l'Europe en didactique des langues. Premièrement, il me semble important de rompre avec la vision managériale de l'acte éducatif prôné par le Conseil de l'Europe. Il n'est pas dit, loin de là, qu'une majorité d'élèves apprendraient des langues pour réussir professionnellement ou pour devenir de bons citoyens. Il est urgent, à mon avis, de renouer avec les notions de plaisir d'apprendre, de désir d'apprendre, des notions qui ont été délaissées dans le cadre au profit des notions de compétences et de ressources qui, à mon avis, ont plus à voir avec le monde de l'entreprise, du management, qu'avec celui de l'éducation. Deuxièmement, il me semble important de rompre avec la vision pragmatiste de l'enseignement des langues prônée dans les travaux du Conseil de l'Europe. Les langues ne servent pas seulement à communiquer un message ou à réussir un acte de communication. Elles permettent aussi de dire le monde qui nous entoure, de se dire soi-même, de créer, de jouer. Les activités de création ludique et poétique ont aussi leur place dans l'enseignement des langues. Et enfin, je finirai là-dessus. Il me semble important de rompre avec la vision moralisatrice des experts du Conseil de l'Europe, rompre notamment avec cette idée paternaliste selon laquelle les experts savent mieux que les personnes concernées ce qui est bien pour elles. La mission principale des enseignants de langue n'est pas a priori de former à la citoyenneté démocratique. Il me semble que cela relève d'un autre domaine, d'une autre compétence, mais pas en priorité de l'enseignement des langues. Voilà, je vous remercie de votre attention.